Oh, comment ça va? Tu vas bien? Tranquille? Bienvenue. Merci. Tu vas bien? Ça va? Welcome. Merci, Bienvenue. merci. Vas-y, installe-toi. Ça marche. Bienvenue chez Ngu. Pas mal, Shengu. Ouais. Bonjour et bienvenue sur le podcast Shenju. Je suis avec Tony aujourd'hui. Comment ça va? Ça va bien et toi? Cool. Ça va, cool. Alors Tony, c'est quoi le principe de ce podcast? Le principe de ce podcast, c'est de recevoir une personne qui a réussi à vivre de sa passion. Alors aujourd'hui, Tony, on reçoit Guillaume, qui est journaliste reporter d'images et qui a plus l'habitude d'être derrière la caméra que devant. Pourquoi? Pour cause, il est journaliste, reporter d'images. Et ouais. Et on va pouvoir comprendre comment il en est arrivé jusque-là. Ouais. Et comment il couvre notamment les zones de conflit. Et comment aussi il a réussi à vivre de sa passion. Salut Guillaume, ça va? Salut, ça va, Ouais. tranquille. Bienvenue, welcome, Merci. comme je dis toujours, welcome. Tes petits plats préparés par Fabien, toujours aux petits soins? On est bien reçus ici. Hein. Ouais, écoute, La tranquille. maison est de qualité. C'est important pour nous, c'est important. Où est-ce que tu as grandi? Comment c'était l'ambiance à la maison? Alors moi, j'ai grandi en Île-de-France. Ouais. Et dans une banlieue ni riche ni pauvre, un entre-deux, voilà, dans une famille plutôt axée sur des métiers intellectuels, maman professeur, papa architecte, voilà, donc on aimait bien et une grand-mère qui travaillait dans l'agence de presse Sigma, Ouais. qui était secrétaire mais qui était absolument passionnée par le photojournalisme et qui m'a transmis le virus assez tôt. D'accord, on comprend mieux. Déjà, d'entrée de jeu, on comprend. Et du coup, c'était quoi ton parcours scolaire? Alors j'ai fait alors à l'époque, parce que ça remonte un peu. À l'époque, j'ai fait un bac B, donc c'est éco, donc c'était plutôt littéraire, mais avec une partie économie. Et ensuite, j'ai fait des études d'histoire à la fac. D'accord. Et comme chaque petit garçon que nous sommes, on a toujours un métier où on se dit je vais devenir policier, pompier ou autre. Toi, c'était quoi ton rêve quand tu étais petit? Et ben, quand j'étais petit, je voulais être archéologue au début, donc l'histoire, hein. Et puis photographe, ça m'a très vite titillé. Et puis ensuite, la vie fait que on fait pas toujours ce qu'on veut. Et Ouais. ensuite, je m'étais dit bon, je vais faire de la recherche en histoire. J'ai poussé un peu, et puis finalement, c'était une époque où c'était assez mouché et pas trop de possibilités, mais j'étais en histoire contemporaine, très contemporaine, D'accord. ce qui faisait que j'étais très très proche de ce qui se passait en actualité. Et la perspective d'être prof m'a un peu tenté. Le CAPES à ce moment-là, il était complètement inaccessible. Donc j'ai dû faire autre chose. Et pendant longtemps, j'ai fait un métier qui était un second choix. Donc j'ai été documentaliste. J'ai fait une formation en 2 ans pour devenir documentaliste. Et j'ai choisi d'aller travailler dans la presse, ou en tout cas dans les médias quasi tout de suite. Et environ vers quel âge? Là, j'avais 27-28 là quand ça s'est passé. 28. Ok. Parce que j'ai fait des longues études d'histoire, je suis allé jusqu'au DEA. Au départ, je me suis dit pourquoi pas une thèse et tout, et puis bon, finalement c'est la maîtrise s'est bien passée, le DEA un peu moins. Donc je sentais que c'était pas fait pour moi. T'es dans la presse, comment tu passes à la télé? En fait, je suis dans les médias tout de suite. C'est-à-dire que ce qui est l'avantage de la télévision, c'est que alors on peut dire que ouais, c'est du piston et tout ça, mais moi, ma famille, j'avais aucune relation, rien. Et même ta grand-mère, elle t'a pas aidé, t'as pas dit? Elle m'a aidé pour les stages d'été Les stages, ouais. quand j'étais au lycée, mais ensuite ça marchait pas. Elle a été en retraite, donc c'était fini. Mais excuse-moi, elle t'a quand même donné des conseils. En fait, elle m'a permis de faire un stage d'été à Sigma, Ouais. assez long, ce qui m'a quand même donné un petit aspect du milieu. Ça m'a bien plu, quoi, le côté très direct, les gens se parlent, et puis l'actualité qui était là, quoi. Je voyais les mecs qui revenaient. À l'époque, c'était la guerre en Yougoslavie, donc je voyais les photos reporters qui revenaient de Bosnie et tout. C'était dingue, quoi. Avec, à ce moment-là, c'était des diapos, donc ils nous donnaient des planches, et moi je devais légender les planches qu'ils nous donnaient. Donc ils nous donnaient une légende à écrire, et et la numérisation commençait à peine à ce moment-là. Donc, et donc on tapait un texte qui était ensuite
qui venait s'imprimer toutes les diapos, elles passaient dans une machine et ça venait s'imprimer sur les diapos pour les légender. Et donc, je voyais ce dont on parlait ou ce dont on allait parler dans les jours qui venaient sur la guerre de Yougoslavie. Donc, c'était complètement incroyable, galvanisant. Enfin, c'était super intéressant. Donc, quand même, il y a un petit truc qui s'est fait. Un petit truc qui s'est fait. Mais quand tu voyais ces images, t'avais envie d'être déjà sur le terrain à ce moment-là? Ouais, il me fascinait. Les mecs qui revenaient, ils me fascinaient complètement. C'était incroyable. C'était incroyable. Le mec, à 20h, on disait, voilà, il s'est passé ça à Tuzla en Bosnie, en Croatie, il s'est passé ça à Srebrenica. Et là, j'avais les gars, ils en revenaient, quoi. Ouais. Ils en revenaient. Alors, ils étaient comme ça, nimbés d'une espèce d'aura incroyable. Puis là, ils étaient un peu fatigués, ne parlaient pas beaucoup. Puis moi, j'étais rien du tout. J'étais un lycéen, un lycéen, puis après un étudiant. Moi, j'étais étudiant en histoire. Ouais. Donc, j'étais un étudiant. Bon, voilà, ils étaient sympas, mais ils avaient pas de raison non plus de beaucoup me parler. Mais le peu qu'ils me disaient, c'était super impressionnant, quoi. Tu prenais toutes les informations, tu disais, C'était. je me nourris de ce qu'ils font. Ils arrivaient, ils allaient repartir. Enfin, ça paraissait complètement fou, quoi. Et justement, quand tu étais documentaliste, à ce moment-là, tu as continué à avoir ce petit rêve en tête. Voilà, alors C'est ça. donc je m'oriente documentaliste et je choisis les médias aussi parce qu'il y a cette fascination toujours pour l'immédiateté, l'actualité et tout ça. Et très vite, en fait, je me dis, ouais, mais c'est bien de récupérer les images des autres, mais moi, j'aimerais bien passer de l'autre côté, quoi. Alors après, ça a pris un certain temps. Ça a failli démarrer tout de suite. J'ai failli tout de suite basculer sans même faire d'études vers le journalisme, parce que j'ai fait un pilote d'actualité internationale qui a passé plusieurs étapes, qui a failli aller au bout, mais qui est pas allé au bout. Et puis ensuite, la vie a repris son cours, le boulot a repris son cours, et après, quand on est dans une case, c'est compliqué d'en changer parce que il faut que quand on est dans un service, dans une boîte, il faut que le chef de service accepte de vous laisser partir, que le service dans lequel vous alliez, il accepte de vous y recevoir, et que la formation pour passer de l'un à l'autre, elle soit validée par la RH, qui est le budget formation pour pouvoir vous propulser, quoi. Et ça peut prendre des années. Donc moi, ça a pris des années. D'accord. Et si tu peux expliquer aux auditeurs ce que c'est le métier de documentaliste pour qu'ils comprennent bien. En clair, quand on est documentaliste à la télé, qu'est-ce qu'on fait? Les journalistes tournent des images et produisent des sujets pour les JT. Là, c'était pour le JT. On récupère ces sujets et pour pouvoir les retrouver quand on en aura besoin, pour reparler d'événements qui se sont passés, il faut ce qu'on appelle les indexer, c'est-à-dire à la fois on décrit ce qu'on voit, donc il faut écrire, je dis n'importe quoi, Emmanuel Macron va en Israël, arriver sur tarmac Emmanuel Macron, vue générale, pour qu'on se dise, donc là, il va descendre de l'avion, poignée de main avec un tel ou un tel. Et tout ça, il faut le renseigner dans une fiche informatique. Et ça se fait pas encore avec l'intelligence artificielle, en tout cas à ce moment-là, c'était pas le cas. Et donc, il faut donc renseigner qui est qui, qu'est-ce qu'on voit à l'image, quelle valeur de plan il y a, et mettre des mots-clés, exactement comme n'importe quel moteur de recherche, puisque après on utilise notre propre moteur de recherche de ce logiciel qui sert à rentrer ces données pour pouvoir retrouver les images qu'on a décrites. D'accord. Et pendant qu'on y est, reporter, journaliste d'image, si tu peux nous expliquer comme ça. Donc, quand on est documentaliste, on reçoit notamment les images tournées par le journaliste reporter d'image. Et le journaliste reporter d'image, c'est quoi? C'est un caméraman qui, par rapport à un caméraman de cinéma ou un caméraman de plateau, peut-être, a une petite un petit truc de journalisme en plus. Il va, lui, à la fois tourner, à la fois proposer une façon de filmer qui correspond au récit qu'on va faire de l'événement qu'on tourne. Et il est envoyé sur des événements d'actualité quand c'est pour le journal, etc. Donc là, en fait, tu es quand même documentaliste pour M6. Tu passes JRI à M6. Comment ça se passe après, du coup, pour toi? Là, j'ai de la chance. Après des années où j'essaye, ça marche pas, j'ai un problème tout simple que tout le monde a. C'est comment, c'est bien gentil de vouloir changer, mais comment on finance cette histoire? Et la plupart des solutions qui existent à ce moment-là, il faut pas toucher son salaire ou il faut faire un grand saut et comme tout le monde, j'ai besoin de payer mon loyer et je peux pas le faire. Donc pendant plusieurs années, je renonce à cause de ça parce que il faut financer et je peux pas le faire en intégralité jusqu'à ce qu'il y ait un dispositif.
qui s'appelait la période de professionnalisation. C'est quoi ce dispositif? C'était en fait une aide via un organisme partenaire des boîtes qui payait, tout ça est un organisme paritaire qui est tout ça est très codé, hein, mais en gros qui va payer les formations pour les gens du secteur et qui est affilié à plusieurs entreprises. Cet organisme qui est l'AFDAS, non c'est pas ça, si c'est l'AFDAS. C'est l'AFDAS. Cet organisme qui est l'AFDAS va proposer de financer à 90% ma formation. Et donc du coup ça changeait complètement la donne. Et M6 m'a proposé dans un deal en disant bon bah ouais mais ça fait plusieurs fois que tu veux t'engager puis tu te rétractes à la dernière minute, là il faut aller au bout. Et ça veut dire que j'ai passé un deal en fait avec la RH, c'était si j'y vais, je vais jusqu'au bout, il n'y a pas de retour en arrière. C'est-à-dire en gros, j'étais documentaliste, je le serai plus et j'y vais pour être journaliste et si ça rate, bah tant pis, je sors quoi. Et donc ce deal, je l'ai accepté parce que je trouvais que c'était assez honnête. Et donc eux, de leur côté, ils ont rajouté, ils étaient pas du tout obligés, ils m'ont garanti mon salaire. Donc là, j'avais des conditions absolument idéales. Ouais. D'autant qu'on devait faire un stage et que ce stage, j'avais la possibilité de le faire à M6 et j'ai choisi de le faire à M6. D'abord parce que c'était plus simple pour moi, parce que j'avais mes habitudes, je connaissais tout le monde, parce que je travaillais déjà dans le journal, donc je connaissais tous les gens, même si c'était un rôle différent, mais je les connaissais tous. Je connaissais le fonctionnement de la boîte, je connaissais la RH, je savais ce qu'ils voulaient et ce qu'ils attendaient de moi. Et en plus, ma vie était organisée autour de ma boîte, donc c'était plus simple. Et je me suis dit que c'était aussi une façon de montrer que je voulais travailler. Je voulais bien transformer les scènes. Là, c'était pas une façon de vouloir partir après, parce que souvent dans les congés, dans ce genre de formation, les gens ensuite s'en vont. Donc là, le marché, il était honnête. J'ai dit, moi, c'est à M6 que je veux bosser, c'est pas ailleurs. Donc je fais cette formation pour bosser pour vous. Eh bien, et est-ce que tu peux nous raconter une journée type chez M6? Donc quand on est journaliste, reporter d'image, il se trouve qu'après moi j'ai évolué, on est tri-qualifié, c'est-à-dire qu'on devient aussi journaliste, c'est-à-dire on est à la fois caméraman, mais aussi on peut être celui qui va récupérer les images tournées par le caméraman et qui va écrire un texte, mixer son sujet, etc. Donc, mais au départ, JRI, on arrive, on sait pas forcément ce qu'on va faire. Tout dépend si c'est un sujet qui a été anticipé parce qu'il a pu l'être sur, je sais pas, un salon loto, n'importe quoi, ou un événement qui est prévu, par exemple, un déplacement d'un président ou d'un ministre quelque part. Bon, on sait que c'est tel jour, c'est organisé, donc on sait qu'on va tourner ça. Ça, c'est quand c'est prévu, c'est anticipé, donc on arrive et on sait déjà, on va récupérer son matériel et on a déjà l'endroit où on doit aller, pour qui on va travailler et l'angle du sujet qui est très important. Ça veut dire dans l'angle, qu'est-ce qu'on va filmer, pour quelle raison, quel est l'enjeu de ce pourquoi on est là et qu'est-ce qu'il va falloir montrer en image pour que le journaliste qui lui va récupérer ces images puisse raconter quelque chose qui correspond à l'angle. Par exemple, si je vais au salon de l'agriculture sans angle, qu'est-ce que je filme? Qu'est-ce que je filme? Il y a des moutons, des vaches, des tracteurs, la filière bio, la filière bioéthanol. Pourquoi faire? Sujet, ouais. Alors que si je sais qu'on va tourner sur des tracteurs qui marchent au bioéthanol, je sais qu'il va falloir que j'interviewe le conducteur, l'agriculteur qui les utilise, qui va nous dire les bienfaits du truc, le producteur de bioéthanol qui va expliquer les vertus de cette énergie qui est plus verte que du carburant classique, les difficultés techniques avec le fabricant de tracteur qui va dire ouais mais nous on produit ceci, cela, comme ça. Voilà, là on a un angle, on a quelque chose qui induit une façon de filmer aussi. On va pas filmer ces tracteurs-là, si c'est le moteur qui est important, on va filmer le moteur et on va demander de soulever le capot, on va demander que la personne nous explique ce qu'il y a à l'intérieur, comment ça marche, la différence. Alors que si j'ai pas d'angle, je vais filmer. Bon, quand tu dis angle, ça peut être, comme on dit, ça peut être, c'est une ligne conductrice en fait. Voilà, l'angle, pourquoi on appelle, c'est comme un angle de vue, c'est-à-dire je regarde ce sujet de cette façon, depuis cet endroit. Donc là, imaginons le bioéthanol pour le salon de l'agriculture et un tracteur. Je regarde la filière agricole, ses transformations, d'un point de vue à la fois technique et aussi écologique, avec un carburant qui est peut-être le carburant de l'avenir. Et donc, du coup, ça donne
un prisme, quoi, une façon de voir les choses. D'accord. Et donc avec une façon de voir les choses, une façon de les raconter et une façon de les filmer. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quand même que tu as quand même couvert les zones de conflit. Comparé aux autres JR et d'M6, on t'a proposé d'y aller. J'aimerais savoir pourquoi tu as été choisi, comment ça se passe, est-ce que c'est du tirage au sort, est-ce qu'on est obligé d'y aller? Alors c'est un long processus qui donc moi c'est quelque chose qui voilà, les photoreporters m'avaient toujours fasciné, l'actualité me fascine, j'assume le côté totalement voyeur de ça, c'est-à-dire que j'ai besoin de voir pour me rendre compte. Et donc il y a peut-être un côté malsain, très certainement. Là, il faudrait que je m'allonge là pour en parler, mais là il faudrait plusieurs heures, je pense, donc on n'a pas le temps. Mais je pense qu'il faut être honnête avec soi-même, il faut pas se le cacher. Il y a un côté je veux voir, je veux être donc je l'ai et moi de toute façon c'est quelque chose qui m'anime et qui même quand je l'étais pas, même quand j'étais étudiant, moi je me réveille me réveille le matin, c'est simple, avec les infos. Je mets pas de sonnerie de réveil, c'est ça. Sinon j'arrive pas, j'aime pas me réveiller, ça me réveille. Donc je me réveille tous les matins avec ça. Et s'il se passe un truc dans un truc dans une zone de conflit ou immédiatement je sens une sorte de décharge, un truc galvanisant où je dis putain, ah la vache, c'est dingue et tout. Voilà. Donc moi j'avais cette appétence-là et cette volonté d'y aller. Après on la fantasme, voilà, je voyais les mecs de Sigma revenir, c'est une idée, c'est des héros, c'est machin, c'est ceci. Et après il faut l'éprouver. Donc c'était toujours quelque chose qui était de l'ordre du fantasme et quelque chose que je voulais faire, quoi. Maintenant, rien ne disait que j'étais capable de le faire. Tout ça, c'est un long processus. Et M6 n'envoie pas les gens du jour au lendemain sur des terrains conflictuels. C'est beaucoup trop dangereux et c'est pas du tout. Et quand je dis M6, n'importe quelle chaîne, personne va faire ça, quoi. C'est pas. L'idée, c'est pas d'envoyer les gens, leur faire prendre des risques inconsidérés. Donc c'est un long processus. Faut d'abord faire ses preuves. Tout un tas de choses, parce qu'une fois que vous êtes dans l'urgence, la difficulté de ces terrains-là, pour le peu d'expérience que j'en ai, parce qu'encore une fois, j'en ai pas fait non plus des tonnes, hein, mais c'est que dans l'urgence, il faut, autant que faire se peut, arriver à garder ses moyens, quoi. Ne pas les perdre, en tout cas. Et pour ça, il faut avoir des réflexes, en fait, parce que des fois, la tête, elle décide autre chose, hein. Mais si le corps est habitué à faire ça, ou c'est quel plan, ça vous sauve, sinon vous êtes en train de vous gamberger et vous faites n'importe quoi. Donc pour ça, il faut qu'il y ait un certain nombre de réflexes. Donc pour ça, il faut manger du terrain. Ensuite, il faut le vouloir. Il faut avoir envie de ce genre de truc. Et il faut le montrer. Il faut avoir envie en ayant une envie, en montrant et démontrant une envie qui soit pas une envie malsaine. Faut pas que ce soit juste de la curiosité. C'est ça. Ou du voyeurisme. Du voyeurisme, de la curiosité sans rien d'autre. C'est-à-dire que, en fait, et ça, il faut, à mon sens, faut s'interroger là-dessus. Pourquoi on veut aller là-bas? Et je crois que c'est un collègue qui m'a dit ça un jour, que je trouvais ça assez lumineux, en fait. Il dit, mais si on raconte pas ces histoires, qui va le faire? Qui va le faire? Et en fait, faut partir dans cet état d'esprit-là. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Quand tu commençais à parler, j'allais dire, il en faut des gens comme toi, Sinon, qui le fera? Alors après, ça peut être d'autres gens, mais peut-être ils seront moins crédibles. On va les critiquer alors qu'ils ont pas les témoins sur place qui vont filmer. On va dire ouais, mais les images sont truquées, etc. Donc, on a besoin de gens qui y vont. Après, il faut qu'ils aient envie. Donc, il faut montrer qu'on a envie. Il faut montrer qu'on a envie sainement et qu'on va pas juste chercher. Je me rappelle un film avec Dupontel et Magimel sur la guerre d'Algérie où il y a c'est Magimel qui est engagé et ça s'appelle L'ennemi intime, je crois. Et en fait, l'ennemi intime, c'est aussi lui-même et il finit par se faire tuer. Et le commentaire de Dupontel, c'est il a pris la balle qu'il était venu chercher, en fait. Oh. Et c'est un peu ça. Faut se méfier tu cherches le risque, mais pourquoi? Pour te faire peur? Pour avoir ton propre frisson? Et là, c'est pas bon. Ça existe. Et on l'a tous. Parce qu'il y a l'adrénaline, parce que faut pas faire comme si ça existait pas, parce que c'est pas vrai. Là, les gens qui vous diront, ah non, mais moi, non. C'est pas vrai. C'est hyper excitant, en fait, d'être dans une situation de tension extrême. Pourquoi? Parce que, en fait, tout est exacerbé. Donc, on vit un truc qui est hyper fort. Ça, c'est un shoot d'adrénaline et c'est addictif. Donc, faire comme si ça n'existait pas, pour moi, c'est mentir. Maintenant, faut le mettre à distance parce que sinon, on fait soit on fait n'importe quoi, soit on y est pour de très très mauvaises raisons.
Donc Et il faut, on oublie qu'on est là-bas voilà, pour, on finit par être là-bas pour soi. pour soi, c'est ça, c'est égoïste. Enfin, c'est égoïste, ça regarde que nous. Et du coup, on sert pas les gens pour qui on y est. On n'est plus là pour raconter les histoires des gens. On est là pour se raconter soi. Donc là, à mon sens, si c'est sans cesse se mettre en scène, et pour moi, il y a un problème. Mais en tout cas, voilà, faut montrer cette appétence-là et montrer qu'on l'a de façon saine et qu'on a réfléchi à tout ça. Et ensuite, il y a ce que tu as déjà montré par ailleurs. Donc, avant d'aller sur ces terrains-là, je pense que des petites situations de tension, j'étais allé à Beyrouth avant d'aller avant le Covid, parce que le Covid, je pense, ça a été assez décisif parce que c'était une situation où aussi il y a eu beaucoup d'appréhension au départ. Et donc si je reprends le fil, Beyrouth, c'est l'occasion qui fait le larron. En fait, je suis en train de faire là, je suis passé. C'est ton premier déplacement? Alors c'est pas mon premier déplacement. Mon premier déplacement, je l'ai généré. C'était en fait, j'étais parti en vacances au Maroc et je suis allé à Ceuta. Pour moi, mais avec presque une démarche journalistique, en me disant, je vais voir à quoi ça ressemble. Et du coup, en revenant, j'ai proposé de faire des sujets sur Ceuta et sur les migrants qui tentent de passer. Là, c'est une enclave espagnole au Maroc qui tente de passer le mur. Et j'ai proposé de faire une mission là-bas. Comme je l'avais proposé, ça a été accepté. Donc, c'était ma première mission, ça a été ça. Excuse-moi, mais comment ça te vient de te dire, j'ai envie de proposer ce sujet, ça peut matcher à ce moment-là, à cette période-là? Alors, comment ça vient? en fait, moi, j'ai beaucoup voyagé. Ouais. Et pas forcément... Enfin, j'aime bien quand je voyage me confronter. Puisque j'ai ce côté, je veux voir pour le croire, j'aime bien quand il y a... Voilà, quand j'étais en Thaïlande, il y a eu des coups d'État, donc j'étais dans la rue pour voir comment ça se passait, j'ai pris des photos que j'ai envoyées au monde, qui avaient été diffusées, ce genre de trucs. J'aime bien ça, quoi. J'aime bien comprendre au Guatemala, j'aimais bien comprendre. Il y avait la population maya qui s'était révoltée dans le village où j'étais contre un commissariat, ils avaient mis le feu. Donc voilà, j'aime bien essayer de comprendre ce qui se passe. Et là, en allant à Ceuta, je voulais voir comment ça se passait. Et je me suis dit, effectivement, il y a un sujet parce que les migrants qui sont à Ceuta sont libres de sortir et entrer dans les camps. Dans les camps dans lesquels ils sont, ils attendent d'être régularisés ou d'être expulsés, mais ils ont le droit de sortir et rentrer. Donc on peut les rencontrer. Donc ils peuvent raconter leur histoire, ils peuvent raconter ce que ça fait d'être bloqués, dans quelles conditions ils sont arrivés jusque-là, est-ce qu'ils ont traversé la Méditerranée, alors là c'était pas encore. Ouais. Est-ce qu'ils veulent le faire, comment donc voilà, il y avait C'est tout leur combienième fois qu'ils sont là, voilà, enfin, tout ça, quoi. depuis combien de temps ils sont là, quelles sont leurs histoires, pourquoi ils sont partis, qui ils laissent derrière eux, qui ils vont rejoindre, enfin il y a ils ont plein de choses à nous dire et là il y avait la possibilité de les rencontrer. Donc je me suis dit là il y a un truc à faire en dehors du lieu qui est complètement incroyable puisque en fait il y a les murs avec des barbelés et d'un côté c'est le Maroc, de l'autre c'est l'Espagne, il y a une queue pas possible à la frontière, c'est super surveillé et pourtant dans l'eau, en fait, il y a 10 mètres à faire et on passe de l'autre côté. Sauf qu'il y a des gardes frontières partout et que on peut pas traverser. Et parfois, les migrants attaquent les murs. Hein. Ils appellent ça des attaques. Ils se ruent à l'assaut des barbelés, ils se déchiquettent dans tous les sens pour passer. Et ils passent dans des états épouvantables de l'autre côté. Mais ils sont prêts à ça. Quand on a des gens qui sont prêts à s'écharper sur des barbelés, à sauter des murs parce que les murs, ils font plusieurs mètres de haut, quoi. C'est des murs de 5 mètres, un truc comme ça. Donc ils grimpent, donc ils mettent à leurs chaussures des bouts de métal qu'ils accrochent pour pouvoir faire des entailles dans le mur, grimper, s'accrocher avec ce qu'ils peuvent. Ils traversent les barbelés. Faut voir des barbelés pour savoir ce que c'est que traverser des barbelés. C'est accepter de se faire déchiqueter, quoi. Mais toi, quand tu vois ça, tu dis quoi à ce moment-là? Tu te dis pas, tu n'as pas envie de leur dire arrêtez? Moi, quand je suis à Ceuta en tant que touriste, je le vois pas, mais tu le filmes, ça? Ça, je vois les lieux et je vois que c'est hyper télégénique, quoi. Tu vois ça déjà. Je repère les endroits de loin. On voit le mur qui est là. Putain, c'est incroyable. La vue, elle est dingue. On se rend bien compte que là, il y a deux continents sur un truc. Et je me dis, là, il y a un sujet à faire, quoi. Montrer ce lieu qui est incroyable. À l'intérieur de Ceuta, c'est l'Espagne, donc il y a plein de commerces et tout. Et puis on franchit la frontière. Et puis les premiers villages autour
autour de Ceuta marocains, ils sont pas du tout pareils. C'est pas les mêmes routes, c'est pas les mêmes boutiques. Puis comme c'est une enclave, c'est une zone franche. En plus, tout le monde va faire des affaires à Ceuta parce que les choses sont moins chères. Donc il y a plein d'électronique, dernier cri et tout. Alors que 500 mètres de l'autre côté, c'est pas du tout ça. Il y a plein de dames qui passent avec d'énormes baluchons sur leur robe pour vendre trafiquer, faire un petit peu de trafic comme à toutes les frontières. Il y a des mules, il y a des tas de trucs comme ça. Donc et ce truc-là, je me dis bon, il y a un sujet à faire. Donc ça marche et on va faire une mission. C'est ma première mission. Et après, on met le doigt dans un engrenage vertueux qui est ok. Donc une première mission qui était courte et après, on progresse sur l'émission. Et donc je reviens au Liban. Le Liban, je suis en train de faire un sujet. Et pour le JT, et à 19h30, je crois, il y a les premières images de l'explosion du port. Et là, ça, c'est tellement colossal qu'ils disent, faut qu'on envoie quelqu'un. Et là, c'est assez simple, hein, ça se fait, qui est disponible, et c'est vraiment comme ça que ça se fait. C'est-à-dire que le directeur adjoint de la rédaction dit, qui peut partir au Liban? Et là, il y a une de mes collègues qui dit moi, et je dis, moi. Tu peux partir tu finis ton sujet, tu peux partir là dans 1h30. Je dis ouais. Et go. Et voilà. Et donc hop, premier terrain, alors qu'il n'est pas un terrain de guerre, mais le port a été pulvérisé, c'était complètement dingue. Et donc là, c'est la première fois où je suis sur un terrain un peu compliqué, quoi. Et effectivement, on va arriver et tout est dévasté. C'est délirant, c'est délirant. Et on s'en rend pas compte tout de suite parce qu'on arrive la nuit et on se dit on est dans les hauteurs en fait de Beyrouth, donc on se dit quelques immeubles pétés, mais c'est pas frustrant d'arriver la nuit et se dire je peux pas voir. De toute façon, on est arrivé assez tard et on se dit on va dormir. De toute façon, on peut pas filmer là, ça sert à rien, puisqu'il y avait plus d'électricité. Donc là, pour le coup, il y avait plus rien. Et donc on se dit qu'on s'aventure, on fait un petit tour et on dit on dort, on se lève très tôt le matin. Et vous dormez où? Alors on dort à un hôtel qui était préservé, parce qu'il y en avait qui étaient plus sur les hauteurs, et donc celui-là il allait bien. Et parce que est-ce que c'est cette fois-là? Je crois que c'est cette fois-là où je crois que le premier hôtel qu'on fait, en fait il marche plus, il est complètement défoncé, ça marche pas. Donc on fait demi-tour et on en cherche un autre qui est trouvé parce qu'on a une production. Faut savoir qu'on part pas comme ça. On est accompagné. En fait, ma question, c'est avant que tu racontes tout le Liban, c'est comment tu prépares en fait ce départ-là, en fait. Comment tu le prépares, que ce soit sur les moyens matériels ou aussi sur le moyen psychologique. Tu prépares comment? Pour un truc comme ça qui est dans l'urgence totale, on est encore plus aidé que quand on le prépare. Quand il y a deux types de missions, celle qu'on peut préparer en amont, comme celle de Ceuta. On propose des sujets, ils sont validés par la hiérarchie et de la rédaction qui décide, etc. Et donc on sait où on va. Si on sait où on va, on peut caler des rendez-vous. On dit on va faire tel sujet, donc on a besoin de telle personne pour qu'elle nous explique tel aspect de ce sujet. On fera qu'on fasse tel type d'image. On a déjà beaucoup d'idées et on peut déjà commencer à chercher des contacts, passer des coups de fil et grosso modo tirer un canevas et avoir un peu le planning de l'émission. Quand c'est Beyrouth, on part et là l'urgence c'est d'avoir l'avion. Quand on te dit tu pars dans 1h30, tu dis ok. Voilà, donc là il faut c'est juste ça. Et donc là il y a un backup à la rédac avec la production, ce qu'on appelle la production, où les gens qui vont s'occuper de toute l'intendance pour nous, quoi. Donc l'hôtel, les billets d'avion, comment ça se passe, faut un visa, faut pas de visa, en urgence ça passe ou pas, ça passe pas, ce genre de choses. Voilà. Et ensuite il y a la partie matérielle. Et pour la partie matérielle, il y a une partie qui est prête, on appelle un prêt à partir, où il y a une liste type en fait de matériel dans ce genre de situation, avec qui est prête à l'emploi. Et qui est à notre charge. Enfin, on la prépare, mais c'est pareil. Quand c'est dans l'urgence totale, on a toujours des gens qui viennent nous aider à préparer le matériel. Et nous, on s'occupe de notre sac, de notre passeport, et de réfléchir à est-ce qu'on peut déjà commencer, est-ce qu'on a les contacts? Quand c'est un pays étranger, parce que ça peut arriver en France, hein, quand c'est un pays étranger, il faut un fixeur, il faut un traducteur, il faut quelqu'un, sinon on est complètement... Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un fixeur? Alors, on arrive dans un pays étranger,
où l'anglais n'est pas forcément la langue la plus parlée, le français non plus. Comment on fait? Comment on fait pour avoir des contacts? Comment ça se fait pour se diriger? S'il n'y a pas Google Maps, je suis allé en Turquie pour le tremblement de terre. Là, il n'y a pas de réseau. Et ben alors là, c'est la catastrophe, quoi. Parce que là, faut se renseigner. Et si on parle pas la langue, comment on fait? Donc, on a besoin de quelqu'un qui puisse traduire, enfin, nous guider, qui ait des relations, qui pense. On lui dit voilà, on aimerait faire un sujet sur ci, ça. Il fait mais là, alors là, je pense à ça. Vous pouvez aller. J'ai des relations. Je connais quelqu'un on va aller voir mon oncle parce que lui, son voisin, il a ceci, il a cela. Donc ça nous aide énormément. Et puis ensuite, quand on fait les sujets, les gens qui parlent dans une langue étrangère, faut quand même les comprendre, hein, parce que sinon, on peut pas faire une interview j'allais dire en aveugle, mais c'est pas en aveugle. C'est dur d'échanger. On peut pas rebondir sur ce qu'ils disent et tout ça. Donc, puis on peut pas se comprendre, on peut pas créer le lien. Si c'est des gens qui ont des choses terribles à nous dire ou qui nous prennent à témoin ou à partie, bah, il faut comprendre ce qu'ils ont à dire. Sinon, sinon il se passe rien, quoi. Et puis on racontera rien et on les trahit, ce qui est catastrophique. Donc, il faut quelqu'un qui puisse être le médiateur entre nous, Le lien. le lien, et cette personne, ça s'appelle un fixeur, parce qu'à la fois, il va tout organiser. Il va fixer les choses, qui on peut voir, avec qui il peut essayer d'entrer en relation si c'est une idée qui vient de nous ou si c'est sa propre idée, et il va nous traduire. Et ça, c'est vraiment primordial d'avoir un fixeur. Et souvent, les bonnes missions sont celles avec des bons fixeurs. Et il nous est parfois reproché de ne pas citer les fixeurs. Mais parfois, ils ne veulent pas, parce qu'ils mettent leur sécurité en danger. Rester en anonyme, Voilà. ça se comprend. Mais j'avais une question. Parce que tu sais, quand tu disais tout à l'heure que ton sujet, par exemple, il est accepté, on te dit tu pars dans 1h30. Ça veut dire que limite, en fait, ta vie perso, tu dis, par exemple, demain, je devais faire de l'administratif ou aller faire une démarche, machin. En fait, tu oublies tout. En fait, tu donnes ta vie. Bah, alors, ça, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, effectivement, faut se dire que les missions, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu dis oui, ça veut dire que, bah, voilà, ça devient la priorité absolue. Donc, bah, c'est compliqué pour les gens, les enfants, qui ont des rendez-vous médicaux, qui ont ceci, qui ont cela, des rendez-vous familiaux, des événements, des choses. Il faut pouvoir partir. Donc, souvent, c'est aussi le hasard. Hein, il y a des gens, ils sont intéressés, puis ils peuvent pas. Ou moi, je suis intéressé, puis je peux pas ce jour-là, je peux pas pour telle et telle raison. Là, vraiment, le Liban, c'était, faut quelqu'un qui est là. Bon, bah, ok, Guillaume, ok, bah, t'y vas. Ça te pose pas de problème? Bah, non. Mais c'est toujours sur la base du volontariat. Et dans le volontariat, il y a ça. Il y a ce que vous pouvez mettre votre vie, vous organiser, parce que les gens qui ont les enfants, ah oui, mais demain, c'est moi qui devais m'occuper d'aller les amener à l'école, de les garder, voilà. Donc, dans le volontariat, il y a cet aspect-là très important. Il y a une chose qu'on n'a pas évoquée depuis tout à l'heure, c'est que quand même, on peut pas juste te confier une caméra et y aller, en fait. Est-ce que t'as suivi une formation pour filmer en zone de conflit? Voilà. Donc, dans cette progression-là, il se trouvait que l'occasion a fait le larron sur le Liban. Le Liban, ça avait déjà explosé. Donc, il y avait des risques qui étaient mesurés par rapport à ça. Après, il y a toujours des risques d'effondrement et tout ça, mais j'y suis allé avec quelqu'un d'extrêmement expérimenté. Donc, il y a aussi ça. Il y a aussi constituer des binômes, pas envoyer 2 personnes dont c'est la première fois comme ça. Il y a aussi une expérience de vie. Il se trouve que du fait d'avoir changé de métier, j'ai commencé tard, j'ai voyagé dans beaucoup de pays, donc j'ai une certaine expérience d'un certain nombre de situations qui permettent de dire que malgré mon manque d'expérience professionnelle, parfois je peux compenser. En tout cas, par une expérience de vie qui fait que... Et ensuite, pour ce qui est des terrains conflictuels, là, des terrains de guerre, pour l'Ukraine, par exemple, je serais jamais parti sans avoir eu une formation qu'on reçoit, qui a été faite en l'occurrence avec l'armée. On est plusieurs journalistes réunis, où là, on est... combien de temps ça va durer? Plusieurs jours, je pense que c'est une... C'est ce que j'avais demandé, c'est une formation de combien de temps? Je pense que c'est une semaine ou à peu près, où là, l'armée va nous encadre. À la fois, c'est pour nous préparer à ce type de terrain et aussi pour nous préparer à ce type de terrain avec elle. C'est-à-dire que si on est embedded, c'est quoi? C'est sur une zone, à un front. C'est fini la guerre du Vietnam où les mecs ils y allaient avec juste derrière le premier tireur. Tout ça c'est terminé, c'est beaucoup trop dangereux.
l'armée, elle en a marre d'avoir des journalistes qui leur font prendre des risques complètement fous parce que non seulement ils doivent assurer leur propre sécurité, celle de leurs collègues, mais alors si en plus faut se taper le mec avec sa caméra qui regarde partout et qui fait n'importe quoi, c'est pas possible. Donc, elle a tout intérêt, l'armée, à apprendre aux journalistes qui veulent aller sur ce type de terrain, qui sont volontaires pour ce type de terrain, à leur apprendre à comment se comporter pour minimiser un maximum les risques. Et puis, il y a un aspect qui est très très important, c'est qu'ils nous éprouvent sur un certain nombre de choses, notamment sur des bruits d'explosion, parce que sinon dans sa vie on n'a jamais entendu ça. Donc qu'est-ce que ça fait sur le corps, qu'est-ce que ça fait dans la tête, qu'est-ce que ça fait de se faire tirer dessus. Alors il y a des petites mises en scène, où, évidemment il tire à blanc, hein, voilà. Il a perdu sa vie pendant dommage, tu partiras pas, t'es mort. Bon, donc voilà. Mais du coup, nous mettre dans des situations de tension avec ce contexte-là. Par exemple, on a une espèce de parcours, on est dans une espèce de citadelle où on doit, qui est un endroit, un ancien fort désaffecté, et on doit faire comme si. Donc il y a un scénario, on est en train de filmer un village qui est isolé, et tout d'un coup il y a une attaque. Et donc ça tire de partout, il y a des grenades, il y a des explosions, et on doit arriver à faire notre métier. C'est-à-dire, on a une caméra factice, mais on a une caméra, et on doit surtout se déplacer et foutre le camp de cet endroit. Et c'est pas du tout évident parce que c'est pas balisé, quoi. Donc à un moment, on passe sur une poutre à 4 mètres au-dessus du sol. Moi qui ai le vertige, c'était un problème. Et là, voilà, ils nous mettent dans des situations d'inconfort total. Donc durant cette semaine, on va être privé de sommeil, on va pas bien manger, on va pas bien dormir, on va plus ça allait, plus ils nous changeaient nos chambrées, elles étaient de pire en pire. La dernière, il y avait des souris, enfin voilà, pour nous mettre dans des conditions. C'est pas par pur sadisme, c'est juste pour que, et ça s'est révélé vrai quand je suis allé en Ukraine, en fait, la première explosion qu'on entend, on fait pas comme ça, on fait c'est une explosion. Parce qu'on l'a déjà entendu. Donc c'est comme si on a déjà préparé. C'est exactement comme une acculturation au goût. La première fois qu'on prend du café, on trouve ça dégueulasse. Puis la deuxième fois, on dit c'est du café. L'amertume, je suis habitué. Enfin, je suis pas encore habitué, hein, mais je reconnais. Ça fait moins. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est des sons. C'est très bizarre la façon dont on fonctionne. C'est là on l'apprend durant cette semaine. On l'apprend, c'est que en fait, ça veut pas dire qu'on n'a pas peur, hein, pas du tout. Mais je connais déjà. Comme si on avait déjà un cahier, un répertoire, on dit mais ça, oui, d'accord, ok, c'est ça. Et donc avec ça, il y a tel risque, tel risque, tel risque. Donc l'armée fait en sorte que on retienne que avec ça, il y a tel risque, tel risque, tel risque. Si jamais il y a un blessé, et c'est pour éviter tout ça, c'est pourquoi c'est pour éviter l'effet de sidération, parce que quand on est dans une situation où si jamais on est dans une situation où il va se passer ça, si on reste sidéré, on bouge plus. Ou alors on fait n'importe quoi, on se met dans un danger, ou on met les autres dans un danger fou. Pour éviter ça, il faut déjà l'avoir vécu. Alors évidemment, c'est beaucoup plus édulcoré, puisqu'il n'y a pas de... Mais on fait semblant qu'il y ait parmi nous, par exemple, un blessé, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le sort, ce genre de truc? Et il y a des choses qui t'ont sidéré lors de tes premiers déplacements dans une zone de conflit, que tu pensais être préparé pour, et en fait, non, t'as réagi comme tout le monde aurait réagi, en fait. Alors, il y a un effet complètement, effectivement, sur des zones dévastées. On est perpétuellement comme ça, parce qu'on n'en revient pas. Et vraiment, on regarde quand on est dans des zones où là, quand je vais en Ukraine la première fois, donc c'est le moment où Kiev est complètement il y a des risques d'encerclement et la prise de la ville est dans toutes les têtes. Finalement, la résistance ukrainienne fait reculer les Russes, mais toute la banlieue ouest, notamment de Kiev, est complètement dévastée. Il y a eu des combats épouvantables. Enfin, c'est délirant. Et donc, quand ils sont libérés, on y va. On va à Irpin, Boutcha, Borodianka. Et c'est sidérant de voir une ville qui ressemblerait à Courbevoie, hein, à Puteaux, donc assez dense quand même, où tout est pulvérisé. Y compris à Boutcha, là, il y a un parc municipal, les grilles, donc c'est des herses, quoi.
qui enserrent le parc sont tordus par les balles. Ouais. Donc, et on se dit que vraiment, tous les toits sont criblés de balles, les poteaux électriques sont par terre, il y a des trous d'obus partout, il y a des bouts d'obus, tous les murs sont tombés. Enfin, et ça, c'est effectivement très difficile de pas être complètement. Il y a des corps aussi, non? Ouais. Alors voilà, donc il y a des corps, et là, il y a plusieurs types de. Pour répondre à ta question, une anecdote. Alors, à Boutcha, on a filmé, on était les premiers à Boutcha, mais c'est pas ce moment-là que je vais parler, mais plutôt d'un second à Borodianka. À Borodianka, on rencontre une brigade et on leur dit, voilà, on cherche des preuves d'exactions russes sur des civils ukrainiens. Et ils nous emmènent, ils nous disent, dans cette maison-là, là, il y a un couple de civils qui a été, il y a plusieurs personnes civiles qui ont été tuées. On y va, et là, il y a 3 personnes qui sont menottées, à moitié déshabillées, avec leurs chiens, et qui sont mortes, tuées. Et en fait, là, il y a plusieurs choses qui se passent avec la caméra quand on est JRI, c'est que la caméra met à distance. Pourquoi? Parce que, et ça aide beaucoup. On n'a pas du tout les mêmes réactions. Je suis avec 2 collègues qui, pour le coup, c'est moi qui filme, et eux, l'une a à l'iPhone, et l'autre va faire le sujet. Et on n'a pas du tout les mêmes réactions selon nos rôles. Et moi, le fait d'avoir la caméra, ça aide. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est choqué par ce qu'on voit, mais on pense professionnellement qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais. Ça aide beaucoup. On met à distance, en fait, parce que on a tout simplement un œilleton ou un écran de contrôle. Donc on a des caractéristiques à prendre en considération. Qu'est-ce que je filme? C'est quoi le cadre? Qu'est-ce que je mets dans mon cadre? Qu'est-ce que je veux montrer dans mon cadre? Donc on a une scène épouvantable avec 3 corps entassés, mais moi, Guillaume, la première chose que je me dis, c'est je comprends rien. Je vois 3 corps, je sais pas, c'est le bras de qui, ils sont les uns sur les autres. Il y en a un, il est défiguré. Je comprends pas, quoi. Donc, si je le filme en comprenant rien, je vais rien raconter. Ouais. Donc, tout de suite, faire un cadre, l'éclairer correctement. La balance des blancs. Voilà, qu'il soit blanc, que les blancs soient blancs et que les couleurs soient des bonnes couleurs, qu'il soit net, qu'il soit bien éclairé. Et ça aide, en fait, à sortir du truc. Ça aide à sortir du truc, et c'est parfois pas bien compris. Parce que celui qui n'a pas la caméra peut dire, mais qu'est-ce que tu fais? T'es presque un peu, t'es morbide, quoi. T'as une fascination, bizarre, quoi. Ouais. Alors que toi, t'es là, mais alors je vais faire ça. Parce que bon. Il y a aussi, les gens comprennent. Voilà. Les gens comprennent, et que ce soit admissible à l'image. Ouais. Parce que si on filme une tête défoncée, ça passera jamais. Ouais. Donc il faut arriver à se dire dans sa tête, il faut que je filme un détail qui montre que. Et pour ça, il faut regarder le corps. Et moi, je suis plutôt pas forcément c'est le bon angle. Et parfois, je suis obligé de regarder longtemps ou de tourner de partout pour dire c'est cette image. Donc là, les corps sont les mains ligotées dans le dos. Donc on a évidemment un gros plan sur les mains qui suffit. Après, on prend la tête mais il y a quelqu'un qui n'a plus de pantalon. Enfin, le pantalon a été baissé. Ouais. Donc immédiatement, on se dit elle a été violée, pas violée cette personne. Peut avoir été traînée sur le sol et le pantalon est descendu. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on filme des fesses? Filmer des fesses. Justement, pour rebondir là-dessus, est-ce que ça t'arrive des fois de te dire, je vais remonter un peu le pantalon ou bouger un peu le bras? Non, tu touches pas à une scène. Tu le maquilles aussi? Non, mais c'est le fait que suivant l'angle, tu dis non, c'est pas bon parce que c'est bizarre. Non, par contre, je vais tourner autour. Ça, je vais tourner autour. Pour trouver le bon angle. Voilà, il faut. Ouais. Et bon, là, cette scène-là, elle va se reproduire après, mais déjà là, on se rend compte que y a une tension entre nous qui se matérialise. On entend dans ce que je filme, on entend sur l'urgence de allez, on s'en va alors que ça fait très peu de temps qu'on est là. Sur la façon dont on se parle les uns avec les autres, on se parle pas bien. Peut-être c'est des injonctions, parce qu'en fait, on sent que tout le monde est comme ça. C'est là où on se dit que le cerveau, il travaille beaucoup. Et il est en état de choc. Donc, tant qu'on a le professionnel qui nous rappelle par la chemise et nous dit il faut que tu ramènes l'image de ce que tu vois, altociderme, mon gars, il faut que tu racontes ça, ça t'aide vachement. Par exemple,
c'est comme un truc tout bête, mais moi j'ai le vertige, et si je filme, j'ai pas le vertige. Parce que quand je regarde dans l'écran, il y a une distance qui se fait. À quelques centaines de mètres de là, on va tomber sur un garage, un box dans lequel il y a au moins 9 corps qui sont dans un état épouvantable, là, vraiment. Et là, ce qui est hallucinant, c'est que on va rentrer, grâce au froid, on est préservé de l'odeur, mais la vue est quand même. Ouais. Et là, on est seul en plus, hein, vraiment. Il nous ouvre la porte, c'est un policier civil qui nous dit allez-y, mais vraiment je devrais pas. Enfin voilà. Donc on y va et je me rends compte, je filme qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. On a beau être préparé ou se dire ce qu'on va voir, on peut faire n'importe quoi. Par exemple, je rentre et au bout de quelques instants, je me rends compte que je suis en train de filmer, j'ai pas mis de lumière, par exemple. Ouais. Normalement, je rentre dans un endroit noir, je mets de la lumière. Oui, Là, j'en ai ouais. pas mis. Bon, voilà. Donc ça veut dire que le cerveau, il fonctionne pas comme d'habitude. Autre chose, ça fonctionne pas comme d'habitude parce que déjà, encore une fois, on comprend pas ce qu'on a dans les yeux. On a des corps complètement enchevêtrés les uns sur les autres. Il y en a avec des tenues, ils sont maculés, c'est pas, c'est des civils, c'est pas des civils. Je me suis même demandé sur certains corps, c'est un homme, une femme, je sais pas. Il y en a, il lui manque la moitié de la tête, donc c'est hyper choquant. Il y en a un autre, il est boursouflé. Et je me suis dit, et je peux même pas dire de quoi ils sont morts. Ouais. Sont-ils morts parce qu'ils ont été rafalés? Sont-ils morts suite à une explosion, un éclat? Et ça, d'autres confrères qui ont beaucoup plus l'habitude, on dit ouais, mais là, tu vois, il y a des hématomes sur les. Donc ça, c'est torturant. Et on ressort et je me dis mais en fait, j'ai pas assez de plans. Je suis resté beaucoup trop longtemps, beaucoup trop peu Tu longtemps. dis ça Je me dis vraiment ça. En sortant, en fait, quand on reprend ses esprits, quand on sort de ce garage, je me dis, mais, en fait, donc il faut que j'y retourne. Donc j'y retourne et on va refilmer un peu. Et quand je regarde ce qu'on a filmé, c'est là où c'est assez presque, en tout cas, sinon rigolo, du moins instructif. C'est que, donc au moment du montage, il faut se retaper ces images qu'on a filmées, qui sont épouvantables. Et donc, je le fais parce que c'est moi qui ai filmé. On se met d'accord tous les trois. On se dit, OK, je reste sur moi, ça me va, je peux le faire. Et là, c'est très intéressant parce qu'en fait, on est resté hyper peu de temps à l'intérieur. Mais vraiment, c'est ridicule, quoi. Et pour moi, le temps a été hyper long, à tel point que, déjà, je filme et je commence à mettre en marche la caméra et j'entends mon collègue me dire « Ça y est, c'est bon, t'as tout ce qu'il faut, on y va ». J'avais pas commencé à faire rec, j'avais pas commencé à enregistrer. Pour vous dire à quel point le temps se distend complètement. C'est-à-dire, pour lui, ça faisait déjà un quart d'heure qu'on était là. Ça faisait pas 3 secondes. J'ai pas dit 3 minutes, hein, ça faisait pas 3 secondes. Donc on va avoir des réactions qui sont complètement tordues par le réel, quoi. Et pour toi, la façon dont il a réagi, il avait la pression, il avait la peur. Et comme moi j'avais vachement la pression aussi, puisque je faisais pas les bons plans. Mais vous n'étiez pas dans le même degré de pression. Non, parce qu'il n'avait pas la caméra pour le mettre à distance. Ouais. Donc moi j'avais ce truc-là qui me mettait quand même à distance, qui me disait pense au plan, qu'est-ce que tu dois montrer, qu'est-ce que tu vas voir, tu vois rien sur l'écran, tu vois un tas de corps, on comprend rien. Lui, il avait pas ça, lui, il avait la vision d'effroi. Ouais. Et d'ailleurs, je sais pas quel corps il regardait à ce moment-là, mais lui, il avait tout en direct. Moi, j'avais un truc qui me protégeait, quoi. C'était un peu... Donc, moi, déjà, je pouvais rester plus longtemps. Donc, je comprends tout à fait ce truc-là. Mais il y a un truc très étonnant, c'est que on nous entend sur ce que j'ai filmé. Et je reconnais pas ma voix. Je lui parle, il me dit vas-y, et je lui dis non, vas-y, c'est bon, j'ai pas fini, j'ai même pas commencé, et je ne reconnais pas ma voix. Donc ça veut dire que moi, ma façon d'être bouleversé par ce que je vois, elle se traduit. Je suis protégé mes yeux sont protégés, mon cerveau déjà il a du mal à accepter ce que je vois, mais ma voix c'est n'importe quoi. C'est comme si t'étais une autre personne finalement. C'est ça. Tu dis bon Et donc tu comprends d'autant mieux que l'autre ait pu se sentir oppressé et vouloir partir. C'est qu'en fait, on réagit comme on peut. Et là, ça se passe comme ça. C'est lui qui a été le plus pressé, mais demain, ça peut être moi. Ou voilà, on choisit pas et on n'est pas armé sur ce genre de truc. On va réagir. Le corps, il faut qu'il encaisse. Donc c'est pour ça que la préparation, là évidemment avec l'armée, on n'a pas vu de corps, mais la préparation, elle est importante. Et c'est surtout l'après. Il y a aussi une préparation sur cette gestion-là. C'est-à-dire qu'il faut se préparer avant. C'est ce à quoi l'armée aussi nous prépare et ce qu'elle nous apprend, c'est-à-dire il faut se parler avant, se dire attention, on risque de voir des choses.
Il faut en parler avant entre nous. Comment on va faire? Comment on va réagir? Si je m'énerve, si je dis n'importe quoi, comment donc il y a des techniques. Par exemple, quand on est un peu sous le choc, il suffit de poser parfois que l'un d'entre nous pose une question complètement idiote, très pratico-pratique, pour que l'autre fasse la même question que tu me racontes. Et en fait, ça le fait sortir de son état de choc. Et vous voyez un psy par l'armée? Voilà. Et donc t'as ça, qui est une préparation un peu psy, et qui est des techniques qu'ils ont utilisées en combat, comme on fait pour pas être sous le choc, pour pas être traumatisé ensuite. Il faut s'en parler tout de suite et se parler, etc. Et ensuite, on a un suivi. Et en Ukraine, après l'Ukraine, on avait un suivi psychologique pour chacun d'entre nous. Et tout est volontaire, mais on a tout intérêt à le faire, parce que justement, c'est pour mettre les choses à distance, parce que comment on fait pour gérer ça? Alors, des fois, là, je fais celui qui, ouais, il n'y a pas de problème. Non, il y a toujours des problèmes. Voilà. Et en fait, moi, j'ai ma recette qui, pour l'instant, fonctionne. C'est quand je rentre, il faut que j'ai tout de suite le sentiment que ce qui s'est passé, ce que j'ai fait, la période que je viens de quitter là est complètement exceptionnelle, que c'est pas ça ma vie. Pour pas mélanger, c'est-à-dire je rentre et je fais des trucs complètement idiots. C'est-à-dire je rentre, la première chose que je fais, j'ai 2 trucs, c'est mes rituels, c'est je fais les courses et je nettoie mes chiottes. Dire, ta vie, mon gars, c'est ça. C'est aller à Franprix et nettoyer tes toilettes. C'est pas tout de suite, ça me met dans le concret. Voilà, faut acheter ci, faut acheter ça, faut nettoyer la cuvette. Les bases de la vie. Voilà. De notre Là, vie. et ça, c'est ta vie. Ce que tu as vécu avant, c'est autre chose, c'est de l'exceptionnel. En fait, c'est revenir à l'ordinaire et bien mettre ça dans la case exceptionnelle. Et ensuite, s'il y a des choses à travailler, on a bien séparé ce qui est de l'ordre d'un truc très très particulier, exceptionnel, de son ordinaire qui n'a rien à voir. Et c'est pareil, on nous encourage parfois sur le terrain, donc il faut avoir ses proches, enfin quand c'est possible, et quand ils sont pas eux trop angoissés, ou voilà, il faut les avoir, et il faut parler de choses de la vie, Et autre chose que de sa vie, quoi. Voilà, si on a un enfant, un petit neveu, ou n'importe qui nous parle de son jouet cassé, de sa punition à l'école ou d'un embouteillage. lui dire par exemple la semaine prochaine on ira pas. Voilà. Ou même aujourd'hui, moi je suis resté 3 heures dans les embouteillages. Ah oui, c'est chiant, mais il faut l'écouter. Pour que se dire, ah oui, c'est vrai, ma vie c'est ça, c'est vrai que c'est super relou. Et ce que t'as vu, ok, c'est dingue, mais c'est pas ta vie. Toi, t'es pas là pour dire c'est ta vie. T'es là pour parler de la vie des autres, pas de toi, ce que ça te fait. Ça. Alors là, enfin. Mais j'avais une question. Quand vous filmez les scènes de guerre, comme tu disais, les corps et tout, il n'y a pas des moments où vous êtes dérangé par des personnes qui viennent, ou des militaires, ou des gens que vous connaissez pas, qui viennent vous interrompre dans votre travail? Ça arrive, ça? Alors, est-ce que ça m'est arrivé? C'était surtout pressé par le temps. C'est-à-dire que ce qui peut se passer, c'est que on est, comme c'est dangereux, il faut ne pas rester trop longtemps sur cette scène-là. Justement. Il peut y avoir des corps qui sont piégés, donc il peut y avoir des gens qui nous disent attention, vous approchez pas trop. Donc effectivement, ça crée une tension supplémentaire, un stress, ce qui explique que parfois on va beaucoup trop vite. Et autre anecdote sur un corps qu'on voit d'un soldat russe. En fait, il est près d'un tank. Le tank a été explosé, donc lui, il est à moitié calciné. Et on se parle avec ma collègue et on se dit attention, ça va secouer, quoi. Et on voit le corps, c'est vraiment saisissant. Je le filme et on s'en va. Et je me dis, j'ai pas filmé l'écution avec son bataillon. L'essentiel où tu dis Et je me dis mais là on aurait pu savoir de quel bataillon c'était. Là on peut pas le raconter, j'ai oublié. J'ai oublié parce que l'image était trop forte, même si j'étais à distance, etc. Voilà. Après j'ai filmé l'uniforme, j'ai filmé d'autres trucs, mais et puis je sais même pas si ça se trouve on ne voyait pas son truc, mais j'ai pas pensé à ça. Mais c'est compliqué, on pense pas à tout parce qu'on réfléchit pas dans ces moments-là comme on réfléchirait à froid, tranquillement. Donc c'est une situation exceptionnelle, il faut qu'elle reste dans sa tête un truc exceptionnel. C'est pas son quotidien, c'est pas ça. Et quand tu es sur place, alors comment tu fais pour te restaurer, pour aller aux toilettes ou ne serait-ce que dormir? Tu fais comment? Alors les situations sont évidemment différentes selon les lieux et les circonstances, quoi. Donc plusieurs exemples. Première fois en Ukraine, donc mars 2022.
les magasins sont fermés ou sont ouverts que à certaines horaires dans la journée, et donc pour s'alimenter, il y a pas de restaurant. Donc la seule solution, c'est de pouvoir avoir un hôtel ou un endroit, si c'est pas un hôtel, en tout cas quelque part, on peut faire cuisiner, quoi. Et la première ou la deuxième nuit, peu importe, la deuxième nuit, je crois, la première fois, on est dans un hôtel qui sert de refuge aux réfugiés, qui est super classe, mais il y a quasiment rien à manger. Donc on mange ce qu'il y a, c'est-à-dire qu'ils nous proposent, ce qui est déjà très bien, qui est 3 fois rien. Puis au milieu, il y a des gens qui ont fui leur domicile, donc on va pas non plus faire les fines bouches. Ouais. Et deuxième soir, on est dans une ville où il y a même pas d'hôtel. Donc là, la police ukrainienne nous propose un appartement vide. Vide, il y a pas de lit, il y a rien. Mais au Il moins, y a vous une êtes au chaud. cuisine. Donc on est au chaud, il est chauffé, il y a l'électricité, et donc on peut acheter à manger. Encore une fois, c'est 3 heures par jour, je crois, ou quelque chose comme ça. L'après-midi, donc là, ça veut dire que si on tourne, on pourra pas acheter à manger. Donc à un moment, il faut faire des choix. Et là, par contre, notre rédaction, elle est à l'écoute, quoi. Si on dit ouais, mais là, on a un problème, on va pas pouvoir manger. Bon, est-ce que c'est possible de tenir une fois, 2 fois? Bon, voilà, très vite, on s'arrange, quoi. Et là, cette nuit-là, on va dormir par terre, donc sans lit, sans rien du tout. Autre situation complètement différente. À Kiev, on est dans un hôtel qui est extrêmement sécurisé parce que de l'extérieur, on voit pas que c'est un hôtel. Il y a plus que des journalistes ou dedans, il y a personne d'autre à Kiev à ce moment-là qui va dans les hôtels, quoi. Et il y a très peu de personnel, de toute façon, donc Et ça se passe comment entre journalistes de différentes chaînes? ça se passe plutôt bien. On est quand même sur un terrain qui est compliqué, donc globalement, ça se passe bien, même s'il peut y avoir on est quand même concurrents, mais on n'est pas rivaux, donc on a tout intérêt les uns les autres à s'échanger les informations, parce que si on voit pas un truc, ça va nous être reproché par la rédaction qui l'aura vu sur la télé concurrente, donc mieux vaut être vertueux, et puis en fait, en partageant tout, ou en tout cas un maximum, pas les exclus, mais un maximum de trucs, en fait, après, tu te donnes un tuyau et puis tu t'aides sur le terrain. Si tu te retrouves dans une situation dangereuse, vaut mieux que tu t'entendes bien avec les gens, même s'ils sont concurrents, on s'en fiche, quoi. Il y a le côté humain qui revient. Ouais. C'est ça, il faut, quoi, parce que sinon, si on est là, S'entretue entre journalistes, tu dis bon. et puis si on est, après, ça peut avoir des conséquences, c'est moche, quoi, mais même en termes de ce que tu ramènes, c'est-à-dire que si t'as des concurrences avec des otages de famille où chacun veut avoir le témoignage de la famille et pas l'autre, et que fait que tu prends en otage des familles d'otages, là il y a un problème quand même, donc c'est pas bien, quoi. Et donc hôtel très différent à Kiev, donc plutôt sécurisé. Il y avait l'électricité, il y avait du chauffage, il y avait du wifi. Donc moi quand j'ai montré l'image à mes parents, ils étaient rassurés en disant t'as pas froid, t'as pas faim. On ne penserait pas qu'il puisse y avoir du Wi-Fi. Avec ce qu'on voit à la télé, des images qu'on voit. En tout cas, il y avait de la 4G. Et parfois, il y en a pas. Plus on se rapproche du front, moins il y en a. C'est arrivé à l'est, près de Donetsk. Là, l'hôtel, c'était pas du tout la même chose. Moi, je pense que j'ai dormi dans un lit qui avait été utilisé la veille et qui avait pas été lavé parce que pas de personnel, pas d'eau, pas suffisamment d'électricité pour faire tourner les machines. Enfin voilà. Donc on est équipé, on s'équipe en conséquence, mais voilà. Et puis après. Donc pour manger, il faut qu'il y ait les restos à Kiev. La première fois, il n'y en avait pas. La vie a repris quand j'y suis allé 6 mois après, en octobre. Là, il y avait, donc c'était plus simple. Mais sinon, dans notre hôtel à Kiev, on avait une chambre avec 2 plaques, quoi. Donc ça permettait de faire à manger. Et voilà. Faut qu'il y ait en Turquie, par exemple, le tremblement de terre. Alors là, gros problème, puisque plus un hôtel debout. Donc là, il y a 2 solutions, dormir dans la voiture, mais il fait moins 10 le soir. Donc là, compliqué. En plus, la voiture, elle est pleine, parce qu'on a énormément de matériel. On a 150 kilos de matériel, donc il y a 4, en fait, 2 journalistes, un fixeur. On était 3, là, donc 3 dans une voiture, plus le matériel, il n'y a plus de place. Donc pour dormir, c'est compliqué. Et dormir à moins 10, raisonnable, pas raisonnable, faut juger, en fait, c'est possible de dormir dans une voiture ou pas. Est-ce qu'on dort 2 heures, combien de nuits? 1, 2, 3? Non, voilà.
plus d'électricité. Donc, si on n'a plus d'électricité, on peut pas envoyer les images. Donc, nous, on était embêtés. Donc, résultat, en Turquie, il y avait plus rien. On était obligé de faire 200 km pour revenir au premier hôtel debout. Et on faisait 400 km par jour pour aller tourner, ce qui était extrêmement handicapant parce que du coup, on arrivait toujours à faire très peu de choses parce qu'on avait très peu de temps sur place. Mais sinon, on n'avait pas de solution d'envoi, on n'avait pas de groupe électrogène. Et c'était vous ou c'était tout le monde qui faisait ça? Tout le monde était dans la difficulté en fonction du fixeur. Parfois, il y avait mais je connais quelqu'un qui a de l'électricité chez lui, donc ils allaient dormir chez l'habitant. Nous, notre fixeur, il n'avait pas ces ressources-là. Et donc, on était très handicapés. Mais pour envoyer les images, tout le monde était logé à en scène. Là, ça marchait pas. Ça marchait pas bien du tout. Donc, c'était des cartes satellites et parfois, ça marchait pas. On avait, il y avait pas grand-chose qui marchait. Il y avait pas de 4G, donc on se perdait tout le temps. Pas de plan, pas d'électricité. Donc, alors, on mangeait ce qu'on pouvait trouver. Mais c'était souvent des barres céréales dans les stations-service, quoi, voilà, ou des Mars ou des trucs comme ça. Attends. Et pas moyen non plus d'envoyer ces images. Parce que quand il n'y a pas d'électricité, les batteries, on les recharge comment, des caméras? On peut pas. Comment on monte sur un ordinateur portable s'il n'y a pas d'électricité? Donc, on a des transformateurs, allume-cigare, c'est prise secteur, ou prise USB. Bah, il a grillé. Et là, donc, on voulait aller racheter tout de suite ça. Bah, là, toutes les quincailleries du pays, elles avaient tout vendu, puisque tous les gens qui étaient sinistrés, ils avaient besoin, ils vivaient dans leur bagnole, parce que sinon, pour ceux qui avaient encore des voitures, ils vivaient dans leur voiture, donc ils avaient besoin d'un allume-cigare exactement pour la même chose, pour recharger leur téléphone, pour recharger tout ce qui avait besoin d'être rechargé, pour rester en communication avec tout le monde. Mais, tu sais, je me pose la question, là, parce que tu parlais de 400 km. Tu parlais qu'on allait là, on allait là. L'essence, ça se passe comment? Alors, il faut qu'il y en ait. Et effectivement, c'est pareil. En Ukraine, il y avait des files d'attente pas possibles parfois. C'était un vrai problème et elle était rationnée surtout. Donc, fallait, là, c'est pareil, le fixeur, s'il nous donne pas cette info-là, c'est la cata. C'est là, on tombe en panne. Donc, elle était rationnée. Il fallait, donc, dans les déplacements, il fallait sans cesse, penser à, oui, là, il faut rajouter un peu de litres. Là, après, c'est une route où il y a plus beaucoup de villages. Donc, il va y avoir énormément de gens qui vont être dans cette station. Donc, on va, voilà. Fallait anticiper ça aussi. L'essence devient un problème à tel point qu'on avait pris, on s'était dit qu'il fallait des jerrycans. Enfin, pour l'Ukraine, il y avait tout un tas de choses. On avait même pris, on a acheté des diables pour porter tout le matériel qu'on avait tellement c'était lourd parce qu'on passait la frontière polonaise à pied. Donc là, il fallait trimballer. C'était les montagnes, quoi. Donc là, c'était trop compliqué. Enfin, il y a toute une logistique. Ça veut dire, si on a grosse logistique, c'est une grosse bagnole. Donc il faut que le fixeur ait une grosse bagnole parce que par exemple on avait une super 4x4 en Pologne louée mais il passe pas la frontière parce que là le loueur polonais il est pas d'accord. Hein. Vous avez pas amené la voiture en Ukraine, elle reviendra pas. Donc voilà. Donc les situations sont vraiment différentes. Voilà. Turquie, rien à manger, pas d'électricité, obligé d'aller à Perpète pour recharger les batteries, dormir quelques heures. Donc voilà, mais dormir au chaud et voilà. Ukraine, tantôt des conditions absolument satisfaisantes, tantôt très exposées. Par exemple, il y avait près de Donetsk, l'hôtel, c'était embêtant parce qu'il y avait pas mal de militaires. On se disait, il peut être la cible. D'ailleurs, c'est arrivé il y a quelques semaines. L'hôtel a été délibérément visé. Il y avait des journalistes dedans. C'était par les Russes et quand il y a des militaires, parfois, ils tapent sur l'hôtel exprès. Donc, c'est aussi un dilemme. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'on reste là où il y a plein de militaires? Est-ce qu'il vaut mieux pas, en fait? Où est-ce qu'on peut dormir? Comment on peut faire? Mais quand tu dis dormir, tu te retrouves dans un hôtel ou dans un lieu, est-ce que tu arrives vraiment à dormir, enfin? Bah, ça dépend des circonstances, ça dépend du bruit, de tout ça. Moi, j'ai un sommeil très très léger, mais en mission, je dors assez bien parce que en fait, faut dormir parce qu'on a besoin. Comme il faut manger, il faut aller aux toilettes, c'est super important. C'est les 5 besoins vitaux, hein, on les connaît tous, je vais pas les lister, mais si on les fait pas, bah, on va avoir un problème. Donc on n'a pas le choix, donc il faut essayer de dormir. Donc la règle, c'est comme en montagne, hein, manger avant d'avoir faim, boire avant d'avoir soif, aller aux toilettes avant, quand on peut, dormir quand on peut. C'est ce que l'armée aussi, ils nous apprennent ça, ils nous apprennent à comment faire, comment se contenter de peu, comment gérer ça, comment aussi le prioriser à certains moments. Il faut manger. On peut pas tenir sans manger, on peut un certain temps, mais bon, c'est quand même physique, hein, trimballer le matériel, courir, on a des émotions, et c'est fatigant, il faut avoir des plages de récupération, faut savoir qu'on peut tirer énormément,
sur les capacités du corps sont assez incroyables. Donc ces capacités mentales aussi, on sait qu'on peut tirer, mais faut aussi voilà, faire attention, quoi. C'est en étant sur place on sait qu'on peut se dépasser finalement. Ouais, et ça, le stage de préparation de Ouais. l'armée était très très bien là-dessus, parce qu'il nous fait affronter nos peurs pour nous montrer ah, vous croyez que vous étiez pas capable, en fait, Ouais, nos peurs ou nos insuffisances, quoi. Moi, j'ai le ouais. vertige, voilà, j'ai fait des trucs, je pensais jamais que j'étais capable de faire ça, j'étais tétanisé. Quand on me regardait, quand je voyais l'exercice au départ, je dis je le ferai jamais. Et on le fait. Donc après, on se dit ah, en fait, on est capable, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Évidemment, ça a ses limites, hein, parce que là, on est tranquille, tout va bien, mais il y a bien, puis ça m'est pas arrivé d'être bloqué sur un truc, mais ça m'arrivera. Et voilà, c'est pas, on n'est pas infaillible ou quoi, hein, et la peur fait partie du truc. Il faut avoir peur. Enfin, c'est les gens qui ont pas peur, c'est des suicidaires, en fait. C'est dangereux. Donc moi, j'ai encore une fois, je suis pas allé énormément, mais quand j'y vais, j'ai peur. J'ai très peur. Mais tu sais, t'as peur, mais tu sais que t'as une mission. J'ai Donc, peur, j'ai une pour la mission, je sais que j'ai été préparé, je sais que je suis épaulé, qu'il y a des gens à Paris qui font attention là où je vais. On a aussi des dispositifs qui font qu'on est plus ou moins sécurisé parce qu'il y a des gens qui nous surveillent à distance. On sait qu'on n'est pas seul, quoi. On n'est pas seul. Et puis bah, on a peur. Mais moi, j'ai peur de plein de trucs. J'ai peur du vide et je fais de l'escalade. Voilà, la peur, c'est pas toujours quelque chose qui empêche. Ça peut aussi être quelque chose qu'on a envie de transcender ou qui nous challenge ou qui, voilà. Mais il faut qu'elle soit là. Parce que si elle est pas là, c'est que c'est très très louche. Mais juste une question là qui me vient là. Vous filmez les corps, mais ça arrive que des fois vous soyez avec l'armée sur le terrain à faire ce qu'ils font, à vous cacher. Alors moi, ça m'est jamais arrivé d'être pris dans une fusillade, par exemple, ou de voir des gens qui tirent. En général, ils s'arrangent pour pas nous amener au contact, quoi. Donc, ce qu'on peut voir, c'est des blessés ou des corps, plus que voilà. Par contre, si ça, bah, c'est arrivé à des collègues, hein, ils sont dans un endroit et c'est bombardé, et ça tape à côté. Moi, ça m'est pas arrivé. Ça m'est arrivé une fois qu'on était sur une route et de nuit et on voit le sillage de missiles qui tombent et qui tombaient à l'endroit où on allait, quoi. Donc là, enfin, en fait, au début, tu te dis que c'est un gag, puis après, tu dis non, je vais vraiment là où, en fait. Et là, tu te dis pas, si j'avais été 5 minutes plus tôt, ça aurait été pour Bah moi. si, puis alors moi, en fait, avec ma collègue et le fixeur, on s'est regardé et on a dit bon, ok. Donc on a fait nos sacs, en fait, tout de suite. On fait un petit sac. Si on doit évacuer la voiture vite, il faut de l'eau, il faut du chaud, de l'eau à bouffer. L'essentiel, on réduit nos affaires, un sac. Un petit sac de survie. Un petit sac avec la caméra, machin, 3 batteries, les téléphones, les cartes bleues, 3 trucs à bouffer. Mais quand même la caméra. Oui, bah oui, tant que si on peut mais pas on essaie tout le reste, quoi. Mais la caméra, l'ordi, la B-West, qui est donc l'appareil pour envoyer les images. Et voilà, quoi. Et puis, l'ordinateur, si tu peux le prendre, ouais, je peux le prendre, ok. Et on prend un sac, et si on doit s'éjecter de la voiture, très vite. Voilà. Mais tout de suite, c'est marrant, on en parlait, au début, on en rigolait un peu, puis à un moment, il y a eu un silence total, dans l'habitacle, et on a dit, bon, ok. Donc, on a commencé à faire nos sacs. Et à se dire bon voilà, si on doit sortir, nanana. Et puis finalement le fixeur chauffeur a vu une route sur la gauche. Et hop, allez, on fait un détour. Est-ce que tu te dis qu'à ce moment-là tu peux mourir? À qui j'aimerais adresser un message à ce moment-là avant que tu vois? Bah là ça fait bizarre. Honnêtement, enfin moi je veux pas. Tu te dis pas ça? Tu te le dis mais t'y crois pas, puis tu te dis moi-même. Enfin ça quand même là c'est quand même chaud. Enfin ou même dans une situation vraiment où c'est chaud. Tu te dis bah ouais mais t'es là pour ça, enfin t'es volontaire, quoi, donc maintenant voilà on est face à t'y es, quoi, maintenant tu veux reculer, ok, mais fallait pas venir. Alors t'as le droit d'avoir peur, encore une fois, bah tu vas donc du coup tu vis avec cette peur et tu te dis ouais, t'essaies de pas y penser. Après moi je suis pas un personne, un héros en disant non mais je m'en fous, puis je vais mourir, mais avant je voudrais te dire non. C'est pas ça, c'est on y pense.
Puis on dit, bah, on verra bien. Et puis, de toute façon, on y est, on va essayer de faire en sorte que c'est quand même, ça arrive, des morts de journalistes, mais c'est pas nous les plus exposés. Les plus exposés, c'est les civils, c'est les militaires. Nous, on n'est rien là-dedans. Encore une fois, c'est eux qui risquent leur vie. Et moi, en revenant d'Ukraine, c'est ce que j'ai dit. On me dit, ouais, est-ce que c'est dur? Alors, je dis, ouais, je peux prendre une pause et faire, plisser les yeux et faire tu vois, ouais, c'était dur, j'ai eu des trucs. Mais, en fait, moi, je suis rentré chez moi, j'avais mon petit appartement douillet, mon petit confort, tiens, D'ailleurs, ça se passe comment quand dans la journée tu rencontres des gens qui sont dans une difficulté extrême et que le soir tu sais que tu auras un peu plus de confort qu'eux? Est-ce que tu arrives à détacher de ça ou tu y repenses à des gens aux gens que tu as croisés dans la on journée? y repense forcément, puis on est forcément touché, quoi. On est touché parce que t'essaies d'être le plus sympathique, même si tu sais que t'es aussi vautour, parce que même si t'es là pour écouter leur histoire, tu vas t'en servir pour toi faire un bon reportage ou faire un reportage. T'as besoin, c'est eux. Tu sais, c'est le truc c'était pas Groland, mais l'actualité, c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons. Ouais, c'est ça. Hein. Et malheureusement, il y a cette dimension-là. Donc bon, après, faut être t'essayes d'être le plus humain possible et puis donner un coup de main si c'est possible. Après, chacun, là, c'est à chacun, chaque situation. Des fois, on va dire, ah, faut surtout pas mélanger. Ouais, enfin, à un moment. Mais quand tu vois des enfants, par exemple, c'est Ouais, des dur. enfants, des vieilles dames, tu Ouais. vois, une vieille dame qui pleure au milieu des décombres et si tu lui tends la main pour l'aider à franchir deux trucs ou si tu lui donnes un conseil ou je sais pas quoi, enfin, je vois pas en quoi l'éthique journalistique elle est bouleversée par ça. Faut pas. Après, chacun est juge et chacun réagit comme il peut aussi par rapport à sa propre histoire, ce à quoi ça le renvoie ou quoi. Et des fois, en fait, tu peux ou tu peux pas faire quelque chose, quoi. Tu vois, si tu vois un gamin, enfin, je sais pas, On peut pas aider tout le monde. Voilà, alors, tu peux pas aider tout le monde, mais des fois, enfin, Oui. est-ce que tu filmes ou est-ce que tu aides? Ça, c'est Ouais. un autre débat qui. On en rentrera pas Là, dedans. voilà, ça me dépasse et c'est J'ai compliqué. une mission, tu dis. D'ailleurs, on va prendre un Mais peu je pense plus. qu'il y a des fois où oui, il faut. Enfin, c'est l'humain qui prend le dessus et Ouais. puis. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de sacrifier toute ta part d'humanité? Non, t'es là pour ta part d'humanité. La sacrifier complètement en oubliant que tu l'as et en faisant que filmer, il y a un problème. Je pense aussi. Je pense qu'il faut quand même voilà, avoir une interaction. On va prendre un peu plus de recul par rapport à tout ça. On va s'éloigner de tout ce qui est zone de conflit de ça. J'aimerais savoir quel est ton pire et ton meilleur tournage depuis que tu as commencé à tourner. Alors, le pire tournage, je pense que c'était un tournage pour un spectacle, ça avait eu il y a pas longtemps, pour un spectacle, je veux pas dire ce que c'est, mais c'est un spectacle pour enfants, où en fait j'étais très 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 loin de la scène, c'était un spectacle sur glace, et je pouvais rien voir correctement, rien filmer correctement parce que j'avais les têtes des spectateurs, tout était noir, je pouvais pas me déplacer, je pouvais pas bouger, je pouvais rien filmer. Et j'ai eu que des emmerdements techniques. Donc, et chaque fois que je bougeais, j'avais quelqu'un qui me disait, ah non, vous avez pas le droit d'être là. Donc, j'ai l'impression de tout rater. Et en plus, au moment de la numérisation des images, les 3/4 des images ont été purgées. Donc, c'était vraiment une catastrophe. Dur. Ouais. Et inversement, ton meilleur? Alors, le meilleur, je sais pas si... il y en a beaucoup, quoi, en fait. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de... Soit c'est des moments, soit c'est des rencontres, soit c'est des lieux, soit c'est évidemment tout ce qui est, comme je vous disais, les lieux type Ukraine où tout est complètement exacerbé. Forcément que c'est des tournages qui marquent, quoi. En fait, c'est plus ça. Et après, pendant le Covid, je vais faire un sujet sur les SDF. Et il y a des SDF qui... J'en croise deux, dont l'un me dit que la catastrophe pour eux, c'est que les toilettes publiques soient fermées. Parce qu'ils sont obligés de faire leurs besoins là où ils peuvent, et donc c'est dégueulasse, et voilà. Et bon, voilà, le surlendemain, la mairie de Paris a réouvert les toilettes publiques pour les SDF. Donc là, on se dit que peut-être on a contribué à quelque chose. Ouais. Et parmi ces deux personnes, quelques jours après, il y a un coup de fil à la rédaction où quelqu'un cherche à me joindre et me dit j'ai cette personne au bout du fil qui me dit voilà, vous avez fait un sujet sur les SDF, je suis le frère
l'une des personnes que vous avez filmé, on l'a perdu de vue et on veut reprendre contact avec lui. C'est fou. Donc ça, je pense que c'était vraiment le truc le plus utile que j'ai Ouais, tu jamais dis que fait. t'es Voilà, et utile et que... on fait vraiment quelque chose qui a servi. Et puis aussi je me rappelle d'un adolescent tétraplégique qui ne parle qu'avec qu'un synthétiseur vocal et qui crée des objets avec une imprimante 3D pour les tétraplégiques et handicapés comme lui. Et cette rencontre était magique avec Jason qui est vraiment un garçon incroyable qui vous parle. On peut en faire que ça, quoi. Comme Et ça. comment Et t'as qui crée des objets t'as créé un lien. Bah, en fait, lui, il est tellement fabuleux. Il a 13 ans ou 14 ans, je sais plus, peut-être 15 ans. Et il est extraordinaire, quoi. Il est complètement handicapé, polyhandicapé, et il crée des objets pour faciliter la vie des autres. Oui, c'est fort. C'est incroyable. Mm. C'est une rencontre incroyable. Et dis-moi, pour terminer l'interview, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut devenir JRI? Je pense qu'il faut le vouloir. Ça a l'air de rien, mais c'est très important. Il faut aimer l'image. Il faut, puisqu'on parle de JRI et de reporter, il faut aimer l'actualité, vraiment être passionné. Et il faut être curieux. Jamais se dire que... essayer de toujours de ne pas être blasé, quoi. Jamais se dire je sais, ça va se passer comme ça. Faut garder sa curiosité, son éveil. Faut être en bonne forme physique. Et après, faut aimer filmer, c'est-à-dire... moi, des fois, ça m'arrive même pour filmer une tasse, je vais être fasciné par l'image de la tasse que je filme, quoi. Pas parce que je suis le plus grand JRI de la Terre, c'est pas du tout ça, mais juste parce que une image, c'est magique, quoi. Et garder ce truc-là, de dire ah mais ouais, mais des fois il y a des tournages, bon, soit le sujet est pas intéressant, soit il se passe pas super bien, soit c'est pas génial, mais il y a un plan, faites un plan, et celui-là, rien que pour ça, j'en ai réussi, et on se dit ouais. Et donc, tu serais capable de nous faire acheter la tasse, alors, c'est ça? Non, c'est-à-dire que il faut pouvoir, le conseil que je donnerais, c'est pour se dire qu'on peut kiffer filmer une tasse parce qu'on va trouver une lumière, une façon de la montrer, et ça peut nous faire... c'est la petite étincelle, le petit moteur, en fait. Et il faut... Ça, on sait si on l'a ou pas, ce truc-là qui fait que, je sais pas... Quand on a l'œil, enfin, on voit ce... On aime que les choses soient... Ah ouais, c'est comme ça qu'il faudrait que ce soit. Quand on trouve ce truc-là, c'est chouette, quoi. C'est que c'est bon. Et faut cultiver ça, voilà. Le cultiver, et regarder ce que font les autres. Parce qu'on n'invente rien, en fait. Et t'as eu un modèle, toi? Moi, je n'ai fait que piller les autres. C'est tout le monde, alors. tout le monde. Tout le monde, mais le cinéma, c'est ça. Alors, les grands réalisateurs vont dire oui, mais moi, je vous parlais des Einstein et Godard et machin, mais ils ont tous fait ça. Tout le monde fait ça. Parce que, en fait, et l'art n'est que ça, n'est que la reproduction d'un truc qui a été fait avant. Et tant mieux, parce que sinon, c'est une prétention pas possible de dire non, je vais tout inventer. Non. En fait, je regarde comment il a fait. C'est marrant. S'il l'a fait et que ça marche, c'est que c'est peut-être pas idiot, quoi. Donc, tu fais la même chose. Puis après, tu l'adaptes, tu le corriges, tu vas peut-être trouver un truc un peu bizarre, et tu peux, du coup, bonifier ce que tu es en train de faire, pas parce que tu es génial, juste parce que quelqu'un a été génial avant toi et que tu es juste allé chercher dans ta bibliothèque. Donc, il faut aussi, comme conseil, cultiver, faut voir ce que font les autres et s'en inspirer. Et tu auras un nom à donner à ces jeunes-là qui voudraient devenir comme toi? Il faut tout regarder. Tout regarder. Tout. Être curieux. Tous les films, le cinéma, tout. Il faut s'en inspirer, il faut se dire, mais pourquoi pas, même le noter, quoi, dire, ouais, comment il y a un dialogue entre deux personnes au restaurant, mais comment il a filmé ça? Ça marche, j'ai pas l'impression que ça a été long, alors que la scène est hyper longue. Bah, en fait, on se regarde, dans une bah, analyse mais aussi. donc, toi, la prochaine fois où tu as une interaction entre deux personnes au restaurant, bah, tiens, j'ai fait un plan comme machin. Et, tiens, c'est marrant, ça marche. Bah oui. Donc, il faut être humble par rapport à ça. C'est que, faut pomper. Parce que les autres les autres avant toi, ils ont déjà tout inventé. Donc, toi, tu vas juste continuer. Bah, écoute, merci Guillaume pour tout ce témoignage. Merci à vous. Merci Guillaume. C'était top. On était en immersion avec toi. Quand tu parlais, on a envie d'être sur le terrain. Ouais. Entre parenthèses. Et franchement, je tiens à remercier Fabien pour la bouffe.
Je sais pas ce que t'en C'était as pensé. délicieux. Moi, je vous conseille, très bien. il faut venir ici. Hein. Alors, Franchement, sûr. là, je tiens à remercier Abdou aussi, qui était là, le plus grand Géry quand même, qui est là, qui a fait tous les plans, ça et tout. Et à la réalisation, Romain, frère. On n'oublie pas. Merci. Ouais. bah ouais, parce qu'il n'y a pas qu'une personne, c'est toujours une équipe tout le temps. Eh ouais. Et quand on est JRI, c'est pareil, on n'est pas seul. Il y a un journaliste, une équipe de production, un preneur de son. Voilà, et c'est ça la force. C'est ça. Ça. En tout cas, top. Merci à toi. Merci. Ciao. Merci.